Merci, Monsieur le Président. L'intelligence peut-elle être artificielle ? Dans son poème « Le joueur généreux », Charles Baudelaire nous écrit « Mes chers frères, n'oubliez jamais que la plus belle ruse du diable est de nous persuader qu'il n'existe pas. » Et si, à l'inverse, la plus belle ruse de l'intelligence artificielle était de nous persuader qu'elle existe ? Confronter l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine suppose de définir leur dénominateur commun, l'intelligence. Or, sur le plan humain comme sur le plan machinique, les acceptions et définitions sont nombreuses. À titre d'exemple, pour l'intelligence humaine, Howard Gardner identifie dans sa théorie des intelligences multiples pas moins de 8 intelligences différentes. Et les dictionnaires de l'Académie française comme du Littré consacrent de nombreux paragraphes aux définitions de l'intelligence. Sur le plan étymologique, intelligence provient du latin intellegere, qui signifie comprendre. Le préfixe inter et le radical legere ou ligare désignent l'aptitude à relier, à associer des éléments séparés. L'intelligence s'appréhende donc davantage par ce qu'elle permet que par ce qu'elle est. L'identification d'une possible intelligence artificielle suppose de cerner au préalable l'intelligence humaine. Comme le relevait le philosophe grec Sextus Empiricus, si nous voulons savoir ce qu'est l'homme, il nous faut d'abord savoir ce qu'est l'animal. Or justement, l'une des fonctions de l'intelligence artificielle consiste à comprendre les mécanismes de la cognition humaine. Le journal officiel du 9 décembre 2018 définit en effet l'intelligence artificielle comme, je cite, « le champ interdisciplinaire, théorique et pratique, qui a pour objet la compréhension des mécanismes de la cognition et de la réflexion ». Si la relation entre les deux intelligences ne fait pas de doute, l'analogie terminologique avec l'intelligence humaine peut en revanche porter à confusion. Le rapprochement entretient en effet une certaine ambiguïté qui favorise parfois la croyance au détriment de la connaissance. D'autres facteurs contribuent en une croyance sinon erronée, du moins excessive en une intelligence machinique. D'abord, les scénarios dystopiques de science-fiction, délivrés initialement par la littérature et le théâtre du XIXe siècle, puis surtout par le cinéma de la fin du XXe siècle. Ensuite, la croyance en l'intelligence artificielle résulte certainement de la non-explicabilité, la non-compréhension du fonctionnement des outils qui reposent sur cette intelligence. Ce fonctionnement est souvent perçu comme mystérieux par les utilisateurs des dits outils, voire par les concepteurs de ces outils eux-mêmes. L'explicabilité de l'intelligence artificielle est particulièrement difficile à obtenir en ce qui concerne l'apprentissage automatique de type deep learning, rendu possible par les réseaux de neurones profonds. En entrée du réseau, un algorithme intègre un certain nombre de données qu'il traite avant de délivrer en sortie du réseau une réponse à un problème donné. La réponse, la solution délivrée est la plus souvent jugée satisfaisante, mais le chemin emprunté pour y parvenir est difficile à comprendre. C'est comme si l'algorithme adoptait un raisonnement qui lui était propre et qui se distinguait du raisonnement humain. L'explicabilité du réseau de neurones profonds est-elle impossible à obtenir ? Non, assurent les chercheurs Luc Julia, créateur de l'assistant vocal Siri, et Yann Lequin, pionnier des réseaux de neurones profonds et aujourd'hui à la tête du département d'intelligence artificielle de Facebook. Selon eux, l'opacité réelle n'existe pas. Je les cite, « Si on se donne du mal, on peut expliquer toutes les étapes et le raisonnement menant à ce résultat. » À l'instar du tour de passe-passe qui ne relève pas de la véritable magie, les réalisations des programmes dits apprenants ne devraient donc pas être qualifiées d'intelligentes. La dénomination procède d'un grand malentendu, explique Luc Julia, pour qui, et c'est le titre de son ouvrage, l'intelligence artificielle n'existe pas. Si elle n'existe pas, comment alors considérer les progrès réalisés en son nom ? La machine est en effet capable de bien des performances, mais relève-t-elle de l'intelligence ? Et si ni l'intelligence artificielle, ni l'intelligence humaine n'existaient ? En ce qui concerne la première, l'intelligence artificielle, Yann Lequin explique que dès qu'une manifestation d'intelligence artificielle fonctionne, elle ne relève plus de cette discipline. Un peu à la manière du silence qui disparaît dès qu'on le nomme.
L'intelligence artificielle existerait donc par ses promesses davantage que par ses réalisations. En ce qui concerne la seconde, l'intelligence humaine, Leibniz considérait avec lucidité, je le cite, « Nous sommes des automates dans 3/4 de nos actions ». Certes, mais pour autant, dans le quart restant de nos actions, l'humain se révèle capable de bien des exploits. Qu'il soit nouveau-né, élève, travailleur, écrivain, aventurier, inventeur, sportif, artiste, il accomplit nombre de prouesses qui ne cessent de surprendre. Dès lors, afin de savoir si l'intelligence peut être artificielle, il nous faut confronter les promesses de l'intelligence artificielle aux prouesses de l'intelligence humaine. Les promesses de l'intelligence artificielle d'abord. Les réalisations de l'intelligence artificielle sont traditionnellement présentées comme surpassant ou imitant celles issues de l'intelligence humaine. Mais y regarder de plus près, le dépassement et la concurrence sont-ils réels ? Le surpassement de l'intelligence humaine d'abord, l'imitation de l'intelligence humaine ensuite. C'est en matière de surpassement des capacités humaines que les manifestations d'intelligence artificielle sont les plus médiatisées. On en a parlé ce matin, les programmes Deep Blue, AlphaGo, Watson sont devenus connus du grand public lorsqu'ils ont battu des joueurs humains en matière de jeux d'échecs, de jeux de Go et de jeux télévisés du type Question pour un champion. Ces victoires ne constituent en réalité qu'une vitrine médiatique, non représentative des domaines où l'intelligence artificielle surpasse l'humain. À bien y regarder, c'est davantage au sein du quotidien que les progrès accomplis sont les plus marquants. Ainsi, et on l'a vu également de très près ce matin, dans le domaine médical, les programmes de reconnaissance automatisée d'imagerie permettent une identification rapide et surtout fiable des tumeurs cancéreuses. Par ailleurs, en matière de communication, l'interaction avec notre smartphone, téléphone intelligent, est favorisée par l'assistant vocal, capable d'entendre et d'exécuter les ordres que nous lui passons pour trouver notre chemin, connaître la météo ou même réserver une table dans un restaurant. Ces différents surpassements de l'homme par des programmes et des machines impressionnent, mais sont-ils nouveaux ? Ne traduisent simplement-ils pas une nouvelle manifestation de l'homme, de l'accompagnement de l'homme par les progrès technologiques ? Bien avant le développement du big data et des processeurs de calcul, des machines à calculer ont vu le jour et se sont bien entendu montrées plus douées que l'être humain pour calculer. Je pense à la Pascaline, créée par Blaise Pascal en 1642. De la même façon, les trains, les voitures et avions se révèlent plus efficaces que nos jambes pour nous déplacer d'un point à un autre. Depuis la naissance de l'homme, le propre de l'outil d'abord et de la machine ensuite est de soulager cet homme de la tâche pénible. Rappelons que le terme robot découle de robota, mot tchèque qui désigne la besogne, la corvée. Rien de très nouveau donc, si ce n'est que les progrès surgissent dans des domaines que l'on pensait inatteignables par les machines, le jeu, la médecine ou encore le traitement du langage humain. Au-delà de ces progrès bien réels, les partisans du transhumanisme promettent l'avènement d'un être humain augmenté, voire immortel, grâce au téléchargement de la conscience sur un disque dur. Pour le moins ambitieuses, sinon fallacieuses, ces promesses présentent surtout le risque de susciter une peur et un rejet de l'intelligence artificielle par le grand public. Cette dernière risquerait alors de connaître un nouvel hiver, c'est-à-dire une mise en sommeil des financements et des réalisations attachées à ces différentes disciplines. L'imitation de l'intelligence humaine à présent. L'intelligence humaine individuelle comme collective peut être imitée, on va le voir, par une machine. Mais dans un cas comme dans l'autre, on parle bien d'imitation de l'intelligence humaine et non de création d'une intelligence artificielle. Pour le dire autrement, recognition is not understanding. Ces mots sont ceux d'un des plus célèbres pionniers de l'intelligence artificielle, Alan Turing. Son célèbre test, baptisé justement test de l'imitation, est souvent présenté comme le test qui permet de savoir si une machine est intelligente. En vérité, il s'agit de savoir si une machine peut se faire passer pour humaine lors d'une conversation menée à l'aveugle, par écrit et pendant un temps très limité. Ce n'est pas la même chose. Mais après tout, paraître intelligent, n'est-ce pas une forme d'intelligence ? C'est peut-être pour cette raison qu'à ce jour,
aucun programme n'a passé de façon convaincante le test de Turing. L'adjectif artificiel associé au terme d'intelligence rend parfaitement compte de cet objectif d'imitation. Il existe bien un artifice d'intelligence au sens d'intelligence factice lorsqu'une machine est programmée pour faire semblant de se comporter comme un être humain. Une telle simulation nécessite une intervention humaine en amont, car le programme dit intelligent ne peut rien accomplir en dehors des fonctions pour lesquelles il a été programmé. Ce qui n'empêche pas la programmation informatique de reposer sur la reproduction de mécanismes cognitifs humains tels la logique déductive ou le raisonnement par analogie. Outre les mécanismes cognitifs humains, la machine adopte également les biais qui affectent certains comportements humains. Les biais négatifs en particulier ne sont pas corrigés par les programmes apprenants qui ne sont pas capables de discernement. Et au contraire, ces biais se retrouvent amplifiés au regard du nombre de données traitées par ces programmes. Parfois, la présence des biais est flagrante, ce qui permet de corriger ou de supprimer rapidement le programme défaillant. Je pense au robot conversationnel Tai, mis en ligne en 2016 par Microsoft et qui, au bout de quelques échanges avec des internautes farceurs, voire mal intentionnés, restituait des propos sexistes, injurieux et racistes. Parfois, en revanche, la présence et le rôle de ces biais apparaissent plus sournois, car ils ne sont pas immédiatement visibles et conduisent à des inégalités au sein de décisions prises par la machine. Les cas sont nombreux, en matière d'algorithmes utilisés dans les domaines judiciaires, policiers, bancaires et médical. L'origine sociale, le lieu d'habitation ou la couleur de peau sont des éléments pris en compte par les algorithmes dans leur prise de décision. Pour désigner ces modèles biaisés d'aide à la décision, la mathématicienne américaine Cathy O'Neil parle de « weapons of math destruction », armes de destruction mathématique, soit une nouvelle variété de « weapons of mass destruction », armes de destruction massive. Les pouvoirs publics prennent conscience de ce danger, comme en témoigne la récente résolution du Parlement européen du 12 février 2019, dont le considérant 11 nous met en garde. L'utilisation de l'IA à elle seule ne garantit pas la vérité ou l'équité, car des biais peuvent être introduits dans la manière dont les données sont collectées et dont l'algorithme est écrit. Ces biais peuvent être dérivés de biais présents dans la société. L'imitation de l'intelligence humaine concerne également l'intelligence collective. L'essor des objets connectés en fournit une illustration. Au sens collectif, l'intelligence est souvent associée à la bonne intelligence, c'est-à-dire l'entente de plusieurs esprits en vue d'un objectif commun, la victoire militaire par exemple. Cette forme d'intelligence collective se retrouve en présence de plusieurs objets connectés qui communiquent entre eux via une connexion Internet Wi-Fi ou Bluetooth. Un exemple éloquent de cette entente entre machines se retrouve en matière de domotique et de smart houses, littéralement les maisons intelligentes. Dans son ouvrage, Luc Julia décrit comment il utilise le bracelet Fitbit, bracelet initialement conçu pour mesurer les pas parcourus par son porteur. Je cite Luc Julia. « Mon bracelet Fitbit collabore avec mon thermostat et avec d'autres objets connectés chez moi. Quand je rentre d'un footing, par exemple, mon niveau d'activité est enregistré par mon bracelet. Il dénote que j'ai chaud et la température de ma maison s'ajuste automatiquement, me permettant de me sentir plus confortable et aussi de faire des économies d'énergie. » La collaboration entre les objets connectés traduit ainsi une forme d'entente proche de la bonne intelligence qui lie parfois les humains. Mais ici encore, ne s'agit-il pas avant tout de programmation informatique ? Et si les promesses de l'intelligence artificielle se trouvaient supplantées par les prouesses de l'intelligence humaine ? Second temps, les prouesses de l'intelligence humaine. Antérieure à l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine offre des manifestations d'une extraordinaire variété. Et s'il fallait qualifier ces prouesses de l'être humain en recourant à des terminologies propres à l'intelligence artificielle, nous dirions que l'intelligence humaine procède d'un apprentissage non supervisé et qu'elle favorise un comportement non programmé. L'apprentissage non supervisé d'abord. Une partie de l'apprentissage humain se réalise de façon supervisée, c'est-à-dire avec l'aide d'un guide, les parents ou l'école. Mais une grande partie de cet apprentissage se réalise également de façon non supervisée. Il procède alors d'une adaptation à l'environnement et d'un enrichissement par l'expérience acquise. Or, très souvent, le comportement humain est étroitement lié à son environnement. L'intelligence réside dans la façon
dont l'humain se positionne par rapport à cet environnement. Le footballeur mobilise son corps pour marquer un but ou permettre à son équipe de le faire. Le politicien et le militaire développent une stratégie pour séduire un électorat ou terrasser l'ennemi. Et le médecin cherche à comprendre les causes d'une pathologie. Ces exemples témoignent bien de l'existence d'une pluralité d'intelligences telle que celle mise en lumière par Howard Gardner. Aujourd'hui, les progrès les plus marquants de l'apprentissage machine, discipline vedette de l'intelligence artificielle, sont le fait d'algorithmes nourris de millions de données. Un programme a en effet besoin de millions d'images de chats pour identifier un chat, alors qu'un nouveau-né a seulement besoin de 2 images de chat pour l'identifier. Comment l'expliquer ? Il existe, ça a été dit aussi ce matin, chez l'être humain un sens commun qui complète son apprentissage et qui prend même le relais lorsque cet apprentissage n'est pas supervisé. En revanche, du côté des machines, Yann Lequin est formel, je le cite, « Les intelligences artificielles ont moins de sens commun que les rats ». Elles ne sont notamment pas capables d'aller au-delà de la simple reconnaissance d'images et de formes. Il leur est par exemple impossible de modéliser le monde qui les entoure pour comprendre les règles qui le gouvernent. Dès lors, la machine est-elle capable d'apprentissage non supervisé ? Oui, mais cela lui prend beaucoup de temps et requiert un grand jeu de données. Et l'un des champs actuels de recherche en matière d'intelligence artificielle, c'est justement de parvenir à un nouveau mode d'apprentissage qui ne serait pas subordonné à une consommation d'un grand nombre de données et qui reposerait davantage sur l'intuition et l'expérience que sur la connaissance. En effet, la machine n'est pour l'heure, et contrairement à l'être humain, pas dotée de curiosité. Elle ne s'intéresse pas à autre chose que ce pourquoi elle est programmée. Elle n'est en outre pas capable de distanciation par rapport au monde qui l'entoure. Preuve de cette distanciation, l'humour, qui constitue à coup sûr l'une des caractéristiques de l'intelligence humaine. Jean-Paul Richter nous l'assure, l'ironie et l'intelligence sont sœurs de sang. Le comportement non programmé. Le comportement non programmé, c'est le comportement non rationnel, souvent adopté par l'être humain, et qui le distingue de la machine. Les manifestations de ce comportement sont nombreuses et relèvent tantôt de la peur, parfois de l'imagination, tantôt de l'empathie, parfois de la colère. On le voit bien, l'être humain ne contrôle pas toujours la façon dont il agit. En effet, l'intelligence humaine est intrinsèquement émotionnelle. Elle s'appuie sur des ressorts irrationnels qui favorisent un discernement davantage intuitif que purement intellectuel. Le chercheur en intelligence artificielle Jean-Claude Hedin explique en ce sens, je le cite, « L'intelligence artificielle commence par une analyse de données, puis en déduit logiquement une décision. Alors qu'un humain prend généralement une décision émotionnelle, puis justifie cette décision par un comportement rationnel. Toutefois, la distinction entre cognition et émotion ne semble plus pertinente pour les chercheurs en sciences cognitives. L'un d'entre eux explique ainsi, je le cite, que les émotions sont des calculs spécifiques qui ont évolué pour signaler des dangers ou des opportunités utiles à l'organisme et qui mobilisent l'ensemble du corps. Il n'y a, dit-il, aucune raison de penser que cette intelligence émotionnelle soit exclue des machines. Un stimulus électrique pourrait peut-être déclencher au sein d'une machine une réaction similaire à celle provoquée chez l'humain par une émotion telle la peur, la joie ou le dégoût. Le comportement humain non programmé ne se limite heureusement pas aux émotions qu'il ressent. Il est également visible en matière de création, notamment artistique. Un programme ou un robot peuvent-ils créer une œuvre d'art ? En 2016, Microsoft présente au monde un tableau étonnant intitulé The Next Rembrandt, un portrait original que l'on attribuerait volontiers au célèbre peintre. Et pour cause, le programme de Microsoft s'est nourri de 346 œuvres du maître pour produire sa propre toile. Quoique nouvelle et unique, l'œuvre du programme s'apparente davantage à une synthèse, une compilation des toiles de Rembrandt, plus qu'à une véritable création ex nihilo. Reproduire, ce n'est pas comprendre ou raisonner. Au terme de la confrontation entre l'homme et la machine, il apparaît que le mystère de l'intelligence, c'est avant tout celui de l'apprentissage humain. Formulons donc, en guise de conclusion, un vœu en faveur de l'intelligence artificielle et un autre à destination de l'être humain.
Puisse l'intelligence artificielle conduire à une meilleure compréhension de la cognition humaine. Puisse-t-elle assister l'homme et non le remplacer, le servir plutôt que l'asservir. Puisse l'être humain défendre ses droits et libertés individuelles face à la marche certainement inéluctable du progrès technologique, et qu'il garde en tête les mots de Juliana Pavelka, « La connaissance sans la sagesse, c'est de l'intelligence artificielle ». Je vous remercie.